Allez, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose très souvent, on va dire chez les gens qui veulent se lancer dans un projet qui est extrêmement ambitieux. À un moment, il y a toujours cette question-là qui sort et vous devez vraiment y trouver une réponse, c'est comment est-ce que je fais pour être sûr que je vais y arriver? Comment est-ce que je fais pour être sûr que tous les efforts que je suis en train de dépenser aujourd'hui ne serviront pas à rien? Et cette question, à moins d'avoir la capacité de voir l'avenir, vous ne pourrez pas y répondre, on va dire, facilement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est reformuler la question. Au lieu de me dire comment est-ce que je pourrais être sûr d'y arriver, on va plutôt transformer ça en comment est-ce que je peux faire pour que ma méthode de travail soit tellement impeccable, qu'elle soit tellement puissante, qu'elle me permette tellement de faire des choses incroyables que c'est sûr et certain que je vais y arriver. Et dans cette vidéo, justement, j'aimerais vous permettre de bosser un des piliers qui vous permettra d'avoir une méthode de travail qui maximisera vos chances de réussir, peu importe en fait les ambitions que vous avez. Une fois que vous mettez ça en place, votre réussite en fait n'est qu'une question de temps. C'est plus une question de est-ce que je vais arriver à me débloquer? Non, c'est je vais me débloquer quoi qu'il arrive et je dois me débloquer suffisamment, je dois avancer suffisamment pour que les résultats que je vise justement commencent à tomber. Et on va dire commencent à tomber régulièrement. En fait, c'est quoi le gros problème des gens qui ont des objectifs ambitieux mais qui n'ont pas réussi à trouver on va dire une réponse à cette question? C'est qu'ils vont commencer en fait à agir, à avancer dans leur projet en ayant peur. En ayant peur d'échouer, en ayant peur que ça ne serve à rien, en ayant peur de perdre leur temps, en ayant peur d'être ridicule. Et le problème d'agir dans la peur, c'est que vous n'allez pas y aller à fond. Vous allez juste faire des petits pas. Vous allez juste y aller mollo. Vous allez juste, on va dire, mettre 3 semaines pour faire un truc que vous auriez fait en 5 minutes si vous n'aviez pas de ces peurs-là, en fait. Et c'est quoi le gros problème, en fait, d'agir dans la peur tout le temps? C'est que vu que vous faites que des petits pas tout le temps, vous n'aurez jamais de grosses récompenses. Vous ne pouvez pas gagner gros en continuant de miser petit. Dans cette vidéo, justement, on va voir, comme je vous le disais, un des piliers qui vous permettra d'avoir une méthode de travail impeccable et surtout de vous permettre de jouer de plus en plus gros tout en ayant la conviction que vous pouvez vous le permettre. En fait, pourquoi est-ce que les gens continuent de jouer petit? Parce qu'ils ont l'impression de trop perdre. Ils ont l'impression que si jamais ils se foirent et qu'ils visent gros, alors ils vont perdre gros. Mais c'est faux en fait. Parce que quand vous perdez, vous ne perdez pas grand-chose. Alors oui, évidemment, si vous commencez à balancer du fric à droite à gauche pour faire des tests à la con que vous pourriez faire gratuitement de votre côté, oui, forcément là, vous allez perdre gros et vous allez faire ça, on va dire, de manière complètement nulle. Mais il y a on va dire, il y a des possibilités incroyables aujourd'hui pour faire des petits tests à toute petite échelle qui vous coûteront pratiquement rien. J'avais justement un client qui me disait oui, mais si je veux faire de la pub, je suis obligé de demander un spot télé, je suis obligé de demander un truc. Je fais non, passe par Facebook, passe par, on va dire, les réseaux sociaux qui te permettent vraiment de cibler les gens que tu veux viser, juste pour faire un test à petite échelle. Et quand vous comprenez en fait que la clé, c'est juste d'y aller à petite échelle et d'avancer quoi qu'il arrive, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien parce que, imaginons, je ne sais pas, par exemple, vendre mon produit. J'ai un produit, je l'ai fait, je suis content, mais je ne sais pas le vendre. Quand je vais essayer de le vendre et que je vais me foirer, qu'est-ce que je vais perdre? Rien du tout. Je suis un trou du cul qui ne savait pas vendre. Après mon test, je ne suis toujours pas vendre. Par contre, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Je sais que c'est pas de la façon dont je viens de le faire qu'il faut le faire. Du coup, je vais commencer à avancer. Comme ça, je vais commencer à procéder par élimination. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va virer tout ce qui est peur, virer tout ce qui vous empêche d'y aller à fond, parce que vous croyez que vous avez trop à perdre. Vous croyez encore que vous avez déjà trop perdu pour pouvoir encore vous lancer. Mais vous n'avez pas compris que depuis le départ, si vous n'arrivez pas à avancer, c'est parce que justement vous ne jouez pas assez gros, c'est parce que justement vous ne prenez pas assez de risques. Risques calculés, risques à petite échelle. Et justement, on va voir, on va dire, le problème principal. La réalité, c'est que avant de réussir à atteindre votre gros objectif, vous allez avoir plein de petites victoires, de petits apprentissages, de petits défis à relever. C'est comme quand vous lisez un livre où le personnage principal est en train de vivre une aventure, il ne va pas arriver tout de suite, on va dire, au pic de son aventure. Il va en fait y avoir plein de petites aventures tout au long du chemin pour lui permettre d'évoluer, pour lui permettre d'apprendre. Et chez les gens en fait qui n'arrivent pas à passer le pas, qui n'arrivent pas à gagner suffisamment confiance en eux pour se lancer dans des gros projets, le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne retirent presque aucun bénéfice de toutes les petites aventures. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'avais une cliente par exemple qui a mis des mois à atteindre son objectif. Je l'accompagnais en fait et on s'est rendu compte qu'avant qu'elle atteigne son objectif, il fallait qu'elle travaille au moins pendant des années. Pourquoi? Parce qu'elle avait énormément de compétences à développer. Elle avait énormément de choses à travailler sur elle-même. Et on s'est dit, voilà, dans un temps réaliste, si on utilisait des méthodes normales pour avancer, il te faudrait des années.
Évidemment, devant ce constat, elle s'est dit, mais il est hors de question que ça prenne des années. Moi, je veux que ça prenne, allez, des mois au max, 6 mois au max. On s'est rendu compte tout de suite, en fait, que pour y arriver en quelques mois, c'était impossible d'utiliser des méthodes conventionnelles. Donc, on a commencé à jouer gros. Et parce qu'elle savait, en fait, qu'elle allait jouer gros, elle savait qu'elle risquait énormément, elle savait qu'elle allait se planter à chaque fois qu'elle allait essayer quelque chose. Du coup, ça lui a permis de relativiser. Et le gros problème qu'elle a eu, c'est que quand enfin elle a réussi à atteindre son objectif, au bout de quelques mois, là, elle m'a dit un truc qui est horrible. Et je suis sûr que vous vous dites la même chose. Je suis content de m'être lancé là-dedans. J'ai enfin réussi à, et là vous mettez ce que vous voulez, j'ai enfin réussi à vendre, j'ai enfin réussi à créer mon site internet, j'ai enfin réussi à faire ma publicité, j'ai enfin réussi à lancer ma chaîne Facebook, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai lancé je ne sais pas quoi encore. En clair, le gros problème que j'ai, qu'il y avait avec cette personne et que vous avez sûrement aussi, c'est que quand vous allez vous lancer dans une aventure, vous allez accorder de l'importance qu'à la fin. Vous allez vous dire, je suis content de moi, j'ai appris à, qu'à la fin. Quel est le gros problème de cette approche? C'est que si vous ne retenez que la fin de vos périples, de vos aventures, vous allez avoir une quantité de bénéfices qui est ridicule. C'est comme si je me faisais chier pendant des mois à me préparer pour gravir un sommet et que finalement, quand je suis au sommet, tout ce que je fais, c'est prendre un selfie et l'envoyer sur Facebook ou sur YouTube ou sur je ne sais pas quoi encore et me dire « ouais, c'est bon, je suis content de l'avoir fait ». Toute la préparation, j'en ai rien à foutre. Tout le côté, je me suis dépassé, j'en ai plus rien à foutre. Tout le côté, j'ai eu peur, je pensais pas pouvoir le faire, je pensais pas être capable de le faire. Tout ça, ça va partir aux chiottes. Et vous pouvez pas en fait vous permettre de continuer de fonctionner comme ça, parce que ce qui va se passer en fait au fur et à mesure, c'est que non seulement vous n'allez tirer aucun bénéfice de toutes vos aventures périlleuses, de tous vos objectifs ambitieux, mais en plus, au bout d'un moment, vous allez vous dire, putain, mais c'est trop d'emmerde pour ce que c'est, quoi. Pourquoi? Parce que si vous accordez de l'importance qu'à la fin, et que le milieu, du coup, toute votre aventure au milieu ne sert à rien, ben, vous allez en retenir qu'une seule chose, la pénibilité. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette cliente qui s'était passée? Ben, en fait, je lui ai fait la même remarque. Je lui ai dit, mais attends, mais t'as pas appris que ça. T'as pas appris qu'à vendre ton produit, t'as pas appris qu'à faire un site internet, t'as pas appris qu'à pitcher là, ton produit devant des investisseurs. Qu'est-ce que tu as appris aussi? Et là, c'était tellement, on va dire, ancré en elle, et je suis sûr que c'est aussi ancré chez certains de vous, qu'elle était incapable de me dire en fait qu'est-ce qu'elle avait appris d'autre. Ben justement, dans cette vidéo, j'aimerais vous permettre de comprendre ce que moi j'ai compris, ce que moi je fais tous les jours, et surtout ce que moi j'ai observé chez des gens en fait qui faisaient des trucs ambitieux mais de fous furieux, alors qu'ils n'auraient jamais dû se lancer. Dans le sens où quand vous regardez leur profil, vous dites mais attends, ce mec-là, il lui manque au moins 5 ans d'expérience avant d'être sûr de lui comme ça. Il lui manque au moins, je sais pas, des millions de chiffres d'affaires pour commencer à parler comme il parle, pour avoir les résultats qu'il commence à avoir. C'est scandaleux. Et quand j'ai observé ces mecs-là qui étaient scandaleux, des mecs qui ont réussi là où ils n'auraient jamais dû réussir, je me suis rendu compte qu'ils avaient justement ce pilier dont je vais vous parler dans cette vidéo, qui est d'être capable de voir tous les bénéfices de toute leur aventure, plutôt que de juste regarder la fin comme tout le monde. Mais avant de vous dire comment faire, j'aimerais déjà vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a presque tous cette sale habitude de regarder que la fin. En fait, c'est assez simple. Si vous retrouvez en fait le même comportement chez des gens, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est juste qu'ils ont été conditionnés de la même façon. C'est juste qu'ils ont traversé un moment de leur vie où ils ont été conditionnés de la même façon. Et où est-ce qu'on a tous été conditionnés plus ou moins? À l'école. À l'école, on nous apprend très rapidement que tout ce qui compte, c'est la note. Tout ce qui compte, c'est la fin. Tout ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes de triche. C'est pour ça qu'on a des problèmes de gens qui travaillent au dernier moment. C'est pour ça qu'on a des problèmes de gens qui ne sont pas là juste pour apprendre. Ils vont juste rester là en cours, écouter vite fait. Et là où ils vont vraiment travailler, c'est avant l'examen. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on a commencé à nous inculquer qu'il n'y a que la fin qui compte. Que ça ne sert à rien en fait de se donner au milieu. Parce que si le jour de l'examen, vous avez oublié tout ce que vous avez appris, bah faut tout refaire, quoi. Pourquoi on nous a appris ça? Parce que l'école, en fait, son but premier, c'est de nous préparer à l'avenir. C'est de nous préparer à, on va dire, la vie active. Et la vie active, pour 95% des gens, voire même plus, c'est d'avoir un boulot lambda dans une entreprise, d'avoir un employeur, d'avoir un supérieur qui vous dit quoi faire et faire ça toute la journée. Autrement dit, en fait, quand vous entrez dans une entreprise, on vous le fait bien comprendre, vous êtes quelqu'un qui est remplaçable, vous êtes quelqu'un qui est là juste pour faire un job, pour faire une mission. Autrement dit, vous êtes un outil. Et en effet, la seule chose qu'on demande à un outil, c'est qu'il fasse ce qu'il est supposé faire. Donc c'est normal qu'on va vous apprendre qu'il n'y a que la fin qui compte. Mais quand vous allez avoir un objectif ambitieux, quand vous allez faire quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui va vous demander de vous dépasser complètement, vous ne pouvez pas vous permettre de réfléchir comme un outil, de voir le monde comme un outil. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous dire il n'y a que la fin qui compte et tout le reste que je suis en train de faire là, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'aventure va être tellement longue avant que vous atteigniez la fin, avant que vous atteigniez le résultat que vous voulez,
que vous allez juste vous décourager, que vous allez juste être porté par vos doutes, que vous allez juste être terrorisé par le fait de peut-être pas y arriver, parce que vous allez être aussi terrorisé par le regard des autres. Donc ce que vous devez faire en fait, c'est sortir de ce schéma, de cette vision du monde comme un outil et adopter en fait celle d'un aventurier. Un aventurier, qu'est-ce qui se passe pendant toute son aventure? Comme son nom l'indique, ce gars-là, il est là pour l'aventure, il est là pour vivre des choses nouvelles, il est là pour, on va dire, sortir de sa zone de confort. Et à chaque fois qu'il va vivre une aventure, il va commencer à faire, on va dire, une espèce de bilan de ce qu'il a appris, comment ça l'a transformé. Donc comment on va faire ça justement? C'est qu'au lieu de retenir juste la fin, vous allez commencer à insister énormément sur tout ce qui s'est passé au milieu. Et qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Là justement c'est le pilier, c'est le truc que les gens se disent. Moi par exemple quand je me suis lancé dans cette chaîne YouTube, j'ai pas retenu juste que « Ah, j'ai fait une centaine de vidéos, c'était trop bien ». Non. Ce dont je vais vraiment vous parler, là où est tout le trésor, c'est pas la fin, c'est pas ce que j'ai produit à la fin. C'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le processus. Par exemple, j'avais des doutes, ou même j'avais des peurs. Allez, on va commencer par les peurs. Qu'est-ce que j'ai appris à propos de la peur? J'ai appris que la peur, c'est quelque chose en fait qui tire sa puissance de l'inconnu. J'ai appris que la peur, ça tire sa puissance de, on va dire, le fait de ne pas se lancer. Quand je suis dans l'inaction, je suis terrifié. Pourquoi? Parce que quand je suis dans l'action, je sors immédiatement de ma tête. Je sors immédiatement de tous les scénarios catastrophes que je pourrais avoir. Alors quand je suis dans l'action, quand je suis en train de tourner, quand je suis en train de faire cette vidéo, je suis beaucoup trop occupé sur quel est le message que je veux vous apporter pour commencer à penser à mais qu'est-ce que vont dire les autres? Il y a des passants là, qui sont en train d'avancer, etc., qui me voient. Il y a même certains qui s'arrêtent parfois et qui rigolent, qui me prennent, on va dire, des fois j'ai eu la remarque du ouais, tu te prends pour qui? Tu te prends pour une star ou quoi? Ou je ne sais quoi encore. Et tous ces éléments-là disparaissent à la seconde où je regarde l'objectif et je me dis je suis là pour apporter un bénéfice à quelqu'un. Je suis là pour apporter des outils à quelqu'un qui a du mal à se lancer véritablement, qui a du mal à croire en lui-même, qui est paralysé par la peur, qui est paralysé par le regard des autres et qui du coup, parce qu'il ne se lance pas complètement, n'a aucune chance de réussir. Donc qu'est-ce que j'ai appris à propos de la peur? C'est que la peur en fait va se manifester uniquement quand j'arrête d'agir, quand je commence à être dans ma tête et que je commence à imaginer des scénarios catastrophes. Mais qu'est-ce que je vais faire si ça ne marche pas? Qu'est-ce que je vais faire si je perds mon temps? Qu'est-ce que je vais faire si le fait que je passe du temps sur cette chaîne YouTube me coûte de l'argent sur mon autre entreprise? Alors déjà, on va être très clair et net. C'est évident que ça va me coûter de l'argent. Parce que si je ne l'avais pas fait, je serais en train de chercher des clients, je serais en train de faire de la publicité, je serais en train de je ne sais pas quoi encore. Mais étant donné que mon véritable objectif, c'est pas seulement d'aider mes clients maintenant, mais c'est de rendre le monde meilleur, il faut absolument que je monte en échelle. Il faut absolument que je prenne, on va dire, des dispositions pour pouvoir toucher un maximum de gens. Et pour faire ça, il me faut une chaîne YouTube. Il me faut quelque chose en fait qui va amplifier ma voix. Donc, qu'est-ce que j'ai appris aussi sur la peur? J'ai appris que la peur se nourrit, comme je le disais, de l'inconnu. Donc, tant que je ne vais pas voir ce qu'il y a derrière, tant que je ne vais pas confronter ma peur ne fera que grandir, ne fera que grossir, ne fera que me paralyser de plus en plus. C'est l'exemple que je vous reprends très souvent, c'est que je vous dis, si une fois ou deux par an, vous avez peur d'un truc et vous ne le faites pas, c'est pas emmerdant. Mais quand vous allez avoir un objectif ambitieux, et que si cet objectif ambitieux, à chaque fois que vous y pensez, vous avez peur, votre cerveau, en fait, il va faire une association à la con, il va vous dire, ton objectif, c'est dangereux, ton objectif, c'est de l'inconnu, ton objectif, c'est de la peur à l'état brut. Et quand vous allez commencer à faire cette association, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde parce qu'à la seconde où vous allez essayer d'avancer, vous serez incapable de le faire. Pourquoi? Parce que vous serez terrorisé. Ce que j'ai appris aussi sur la peur, c'est que plus vous succombez à la peur, plus vous vous laissez aller à la peur, plus elle aura une emprise sur vous. Plus les scénarios catastrophes que vous créez dans la tête deviendront de plus en plus, on va dire, foireux, ils deviendront de plus en plus risqués pour vous, mais surtout, ils deviendront de plus en plus improbables. Mais vous serez tellement pris dans la peur que vous aurez plus cette lucidité, en fait. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, ton truc de la peur, là, en vrai, tu n'as pas appris ça que sur YouTube. Je dis, oui, bien sûr. J'ai appris ça dans tous mes projets. Et il est là, en fait, le secret des gens qui réussissent à faire des choses incroyables, peu importe ce qui se passe. Leur secret, c'est qu'ils vont se servir des succès qu'ils ont eu 10 ans en arrière pour tirer encore des leçons aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, qui vous manque quand vous regardez que la fin. Je sais pas, je vous parle de cette cliente là qui avait réussi à commencer à créer son site internet, à vendre des produits, à commencer à faire du chiffre d'affaires, etc. Elle se dit, je suis content, j'ai réussi à faire ça. Mais dans ma tête, j'avais envie de me fracasser le crâne. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as appris sur le doute? Qu'est-ce que tu as appris sur la peur? Est-ce que la peur va encore t'empêcher d'avancer? Non, maintenant qu'il y a 10 ans en arrière, j'ai eu très très peur. J'étais dans la peur, on va dire, permanente. Et que quand j'ai réussi, j'ai arrêté d'avoir peur. J'ai eu la preuve enfin que je pouvais y arriver, que j'allais réussir. Là, je me suis dit, putain, mais c'est con.
Parce que pendant tout le trajet, j'aurais pu faire exactement la même chose. J'aurais pu avoir la même aventure sans avoir la peur. Et du coup, ça m'aurait permis d'aller 10 fois plus vite et sans problème. Pourquoi? Parce que pendant tout le trajet, pendant toute mon aventure où j'avais peur, la peur ne m'apportait rien en fait. La peur ne m'empêchait pas de, on va dire, rester lucide et de prendre les informations dont j'avais besoin pour réussir. Au lieu de ça, j'arrêtais pas de tâtonner comme un con, j'arrêtais pas de regarder des vidéos sur YouTube pour savoir comment faire X, Y, parce que j'étais tellement terrorisé à l'idée de ne pas savoir quoi faire, que j'ai commencé à laisser des inconnus qui ne savaient même pas ce que je faisais, me dire quoi faire. Et quand je vous parle d'inconnus, c'est même pas c'était une session de live où je peux poser une question. Non, c'était juste un type qui me parlait d'un truc qui n'avait rien à voir, mais qui ressemblait sensiblement à ce que je voulais faire. Et je me disais, ouais, ok, faut que je fasse pareil. Et qu'est-ce qui se passait 99 fois sur 100? Bah, il n'y avait rien qui marchait, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai appris en fait dans mes toutes premières aventures où j'avais peur? J'ai appris que la peur servait à rien. J'ai appris que ce que je ressentais sur le moment n'avait aucune pertinence. J'ai appris que la peur en elle-même n'est qu'un signal finalement que votre cerveau va vous envoyer quand vous allez dans une zone inconnue. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est l'argument que je reprends très souvent, votre cerveau il est câblé non pas pour votre épanouissement et votre bonheur et votre compte en banque, il est câblé uniquement pour votre survie. Donc il va vous éloigner de tout ce qui est dangereux ou de ce qu'il ne connaît pas. Donc forcément, quand je vais avoir un objectif ambitieux et que je vais foncer, qu'est-ce qui va se passer immédiatement? La peur va arriver. Précédemment, 10 ans en arrière, je me disais « Oh mon Dieu, j'ai peur. Oh mon Dieu, il y a un risque. Oh mon Dieu, je ne devrais pas y aller. » Aujourd'hui, qu'est-ce que je me dis sur la peur? Je dis « Tiens, j'ai peur. Ouais, ça veut dire que je fais quelque chose de nouveau. Ça me sert à quelque chose? Non. J'ai peur de quoi? J'ai peur de ne pas y arriver. Ok. Est-ce que j'ai une boule de cristal qui me permet de voir l'avenir? Non. Du coup, je ne pourrais jamais répondre à cette question directement. Par contre, comment est-ce que j'ai pu répondre à cette question? Si j'ai une méthode de travail monstrueuse qui me permet de tirer des bénéfices dans tous les sens, de devenir une meilleure version de moi-même, capable de faire des choses extraordinaires, c'est évident que je vais réussir. Et c'est justement le chemin que je choisis systématiquement. Donc en fait, le pilier que je veux vous aider à créer pendant cette vidéo, c'est la chose suivante. Au lieu de juste regarder la fin et dire « je suis content d'avoir appris à faire ça », ça on s'en bat les couilles, enfin du moins ça va être 1% du trésor, vous allez commencer à vous demander qu'est-ce que vous avez appris tout au long de votre aventure. Qu'est-ce que vous avez appris sur la peur? Ça c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, on va aussi avoir qu'est-ce que j'ai appris sur le doute. En fait, pendant cette période de peur et de doute, j'étais complètement paralysé. Et le doute, en fait, c'est un mécanisme extrêmement con. Le doute se déclenche automatiquement lorsque, quand vous essayez de faire quelque chose, vous n'arrivez pas à l'avoir et surtout, ça sort de votre situation normale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons toute votre vie, on vous a donné des projets que vous arriviez à faire immédiatement ou en 3 essais maximum. Immédiatement, votre cerveau, qui est câblé pour votre survie, il essaye en fait d'anticiper l'avenir. Il essaie d'anticiper comment va se passer le futur. Alors, quand il va vous voir réussir à faire ce que vous voulez faire en seulement 3 coups, il va commencer à créer la règle imaginaire que vous arrivez à avoir tout ce que vous voulez en 3 coups. Maximum. Et si vous dépassez ce seuil-là, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Du doute. Autrement dit, quand vous allez douter, qu'est-ce que j'ai appris sur le doute? J'ai appris que le doute ne tient pas en compte la réalité. Il ne repose pas sur la réalité. Ce n'est pas parce que je doute de quelque chose que je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas parce que je doute de quelque chose que j'ai moins de chances d'y arriver. Ce n'est pas parce que je doute de quelque chose que je doute être légitime de porter mon projet ou de réussir que c'est vrai. Le doute n'est qu'un signal de mon cerveau pour me dire que on sort d'une situation normale ici. C'est plus lundi. C'est plus le truc que tu maîtrises tous les jours. C'est plus le truc que tu vis chaque jour où tu te sens bien, justement. Donc, comprenez juste que le doute est juste un mécanisme de seuil. Et imaginons, voilà, je réussis tout en 3 coups, mon seuil est à 3. Dès que je suis à 4 essais, je commence à douter. 5 essais, le doute est plus fort. 6 essais, le doute est vraiment plus fort. Ça fait 15 essais que je fais. Ah là, par contre, je serai en train de me dire, je suis une grosse merde, je devrais laisser tomber. Pareil pour le doute quand vous allez avoir un seuil sur le temps. Quelqu'un vous dit, parce qu'il ne vous connaît pas et qu'il dit ça comme ça, et vous allez prendre ça pour argent comptant, il vous dit « ouais, je pense que tu vas y arriver, allez, en 1 an maximum ». Quand il vous dit ça et que vous acceptez son message, ce mec-là vient juste de vous foutre un seuil de 1 an. Ce seuil de 1 an, il sort d'où? Littéralement de son cul. Et ça, en fait, c'est systématique. Il y a les gens, en fait, ils vont commencer à dire « tiens, je vais lancer mon entreprise, je vais essayer de vivre de ma passion, je vais essayer de vivre, être mon propre patron, vivre comme je veux, être libre comme l'air ». Je regarde sur Internet qui a réussi à faire ça et qu'est-ce que je vois? Je vois plein de mecs qui ont réussi et ils ont réussi en 6 mois, voire 1 an. Qu'est-ce que je vais commencer à me mettre comme seuil, comme un gros con? Parce que je vois
je ne comprends pas ce qui se passe, je vais mettre le même seuil qu'eux, je vais mettre 1 an. Tant pis si ces mecs que je suis en train de regarder, c'est des mecs qui étaient châteux comme pas possible. Tant pis si ces mecs ont menti comme pas possible. Tant pis si ces mecs me disent réussir, mais ils n'ont pas réussi tout seuls. Ils ont eu la chance de trouver quelqu'un qui a propulsé leur carrière. Et c'est ce qui s'est passé en fait à chaque fois que je suis tombé dans ce piège-là. Finalement, je me renseigne sur le type et je me rends compte qu'il n'a pas du tout réussi tout seul, qu'il n'a pas du tout fait ça de son côté, et que surtout, tout ce qu'il a appris, c'est un mentor qu'il avait. Et ce mentor, en fait, il l'a, on va dire, guidé gratuitement. Autrement dit, le mec a gagné au loto. Et quand il va me raconter son histoire sur « j'ai réussi en 1 an en dépassant toutes mes peurs », comment est-ce que je sais que ce mec m'a baratiné? Parce que quand j'ai commencé à lui poser des questions que moi j'avais sur « mais pourquoi j'arrive pas à dépasser ce stade-là? Pourquoi j'arrive pas à dépasser cette peur? Pourquoi j'arrive pas à machin ?» Au lieu de m'expliquer pourquoi j'avais tout ça, ce que je suis en train de faire dans ces vidéos, au lieu de me donner le principe de pourquoi on doute, pourquoi on a peur, etc., je me suis rendu compte que le mec me filait directement des solutions sans comprendre mon problème. Et ça, c'est le signe d'un mec qui n'a pas réussi tout seul. C'est le signe d'un mec qui s'est lancé dans un projet en étant guidé par quelqu'un qui savait déjà comment le faire et qui a juste suivi des instructions. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que mon seuil que je m'étais fixé sur « je veux réussir à vivre de ma passion » était complètement foireux. Encore une fois, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que le doute ne repose en rien sur la réalité. Le seuil que je me suis fixé sur 1 an était un seuil que je pensais être réaliste au moment où je l'ai fixé. Alors quand je vais douter, je vais juste comprendre que le seuil que je m'étais fixé était juste nul à chier, qu'il était juste pas applicable pour moi. Et là, vous allez me dire, ouais, mais toi, du coup, tu as mis combien de temps pour réussir? Si je compte depuis le début, c'est-à-dire ce qu'il faudrait faire, j'ai mis 7 ans pour réussir. Autrement dit, je ne suis pas le mec qui a réussi grâce à la chatte. Je suis le mec qui littéralement a réussi en se tapant tous les problèmes de merde possibles imaginables, tellement j'étais nul à chier. Pourquoi j'étais nul à chier comme ça? Parce que pendant toute mon aventure, pratiquement, j'étais terrorisé tout le long. Et la dernière année, j'ai plus progressé en 1 an que pendant les 6 dernières années. C'est pour vous dire à quel point j'étais inefficace. C'est pour vous dire à quel point je mettais 200 ans pour faire un truc, alors qu'il fallait juste le faire. Et pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps? Pourquoi est-ce que tout s'est accéléré sur la fin? C'est que justement, j'ai commencé à utiliser ce que je vous explique dans cette vidéo. J'ai commencé à établir tous les bénéfices que j'ai pu récolter, non pas en regardant seulement la fin, mais en regardant toute mon aventure. Et quand j'ai commencé à tirer des bénéfices de tout ce que j'ai vécu, je me suis dit, putain, j'ai plus besoin d'avoir peur, j'ai plus besoin d'avoir de doutes, j'ai plus besoin d'affronter le regard des autres. Et ça, justement, c'est le 3e pilier aussi, enfin le 3e élément que j'aimerais vous faire comprendre. Encore une fois, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre ici comme compétence? Qu'est-ce que vous devez apprendre? Au lieu de regarder juste la fin, au lieu d'accorder de l'importance juste à la fin, accordez de l'importance à toute votre aventure. Et pour accorder de l'importance à toute votre aventure, vous allez vous poser des questions volontairement. Qu'est-ce que j'ai appris sur la peur? Qu'est-ce que j'ai appris sur le doute? Et là, 3e élément que j'aimerais aborder avec vous, qu'est-ce que j'ai appris sur le regard des autres? J'ai appris que les autres vont me soutenir uniquement s'ils sont d'accord avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si eux, de leur côté, se seraient lancés, auraient fait la même chose que moi, alors ils vont me soutenir. Par exemple, quand je leur ai dit que j'ai trouvé un travail et que j'ai un job stable pendant au moins 3 ans, ils étaient tous heureux pour moi. Ils étaient tous en train de me dire « Ouais, c'est bon, c'est bien ce que tu fais, tu vas réussir ta vie. » Au bout de 3 ans, j'ai essayé de me tuer, tellement j'étais malheureux. Et à chaque fois que j'essayais de leur parler, à chaque fois que j'essayais de leur dire « Mais en fait, je crois que c'est pas ça que je veux pour ma vie. » Vous savez ce qu'ils me disaient? Ils me disaient « Oui, mais t'inquiète pas, c'est difficile au départ, mais on s'y fait. On commence à s'y faire, on se fait une raison. Et au bout d'un moment, tu n'en auras plus rien à foutre. » Sauf que j'en ai jamais eu rien à foutre. Tellement j'en ai jamais eu rien à foutre, j'ai essayé de me flinguer. Et qu'est-ce que j'ai appris du coup sur le regard des autres? C'est qu'ils vont vous soutenir si vous faites la même chose qu'eux. Et à la seconde où vous allez sortir du chemin qu'ils ont décidé pour vous, ou qu'ils ont eux-mêmes emprunté, ils vont arrêter de vous soutenir. C'est évident que quand j'ai commencé à dire aux gens « Ouais, finalement, j'ai arrêté ce boulot, ou plutôt, je ne veux pas en retrouver un autre, et je vais plutôt me lancer dans ma passion, je vais plutôt me lancer dans mes propres projets et vouloir en vivre. » Étant donné que toutes les personnes que je connaissais professionnellement n'étaient pas du tout dans ce délire-là, ils m'ont tous dissuadé. Ils ont tous essayé de me dissuader. Ils ont tous essayé de me dire « Mais tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas le mental, tu n'as pas le… » Enfin, d'ailleurs, la preuve, tu as essayé de te flinguer, quoi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu feras quelque chose qui est encore plus difficile? Et dans ma tête, je savais ce qui allait me permettre de le faire. C'est que ça allait avoir un sens. C'est que j'allais vraiment vouloir y arriver. C'est que c'était vraiment important pour moi. Si j'avais un mental de merde sur le boulot que j'avais,
c'est pas parce que le boulot était mauvais, c'est juste parce que c'est pas ce que je voulais faire. Et que j'étais, du coup, je me sentais renfermé là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que j'ai appris sur le regard des autres et le jugement des autres? C'est que les gens vont vous juger si vous faites la même chose qu'eux, favorablement, et ils vont vous descendre si vous ne correspondez pas à l'image qu'ils ont de vous. Si vous n'êtes pas, on va dire, si vous ne restez pas dans la case qu'ils ont décidé pour vous. Autrement dit, les gens, en fait, vont vous soutenir si vous êtes dans une version qui les avantage, qui est utile pour eux. Si vous n'êtes plus avantageux pour eux, si vous les renvoyez vers leur peur, là, ils ne vous soutiendront plus. Une fois que j'ai appris ça, qu'est-ce qui s'est passé dans toutes mes expériences où j'ai subi le regard des autres? Étant donné que j'avais déjà appris mon expérience, étant donné que j'avais déjà appris ce bénéfice, j'avais déjà appris cette leçon, ça ne me faisait plus rien en fait. Et c'est ça en fait que je veux vous faire comprendre à travers cet exercice, c'est que quand vous allez commencer à vous focaliser sur tout ce que vous avez appris pendant votre voyage, vous allez tirer des leçons qui vont être utiles, on va dire, au moment où vous les avez apprises bien sûr, mais tout le reste de votre vie. Les Anglais en fait utilisent une expression, the gift that keeps on giving, le cadeau qui continue de donner, l'expérience qui continue de vous apporter des bénéfices même après. Les projets que j'ai montés il y a quelques années, qui m'ont appris justement à me séparer du regard des autres, me permettent aujourd'hui de ne plus en avoir rien à foutre. Me permettent aujourd'hui de comprendre que le regard des autres n'a aucune importance. Pourquoi est-ce que ça avait de l'importance au départ? Parce que j'ai été conditionné pour croire que c'était les autres qui devaient décider pour moi. Où est-ce que j'ai appris ça? Où est-ce qu'on a tous appris ça? À l'école. Comment on a appris ça? Très simple. À l'école, on vous fait comprendre très vite que votre opinion, que ce que vous pensez, on s'en balance. Parce que quand vous allez commencer à faire votre examen, que vous allez commencer à répondre, imaginons, je sais pas, on vous demande de faire une rédaction et d'écrire quelque chose d'intéressant sur un sujet, n'importe lequel, thèse, antithèse, synthèse. Vous le faites et vous avez une sale note. Qu'est-ce que vous comprenez à ce moment-là? Même si au moment où vous l'avez fait, vous étiez fier de vous. Vous comprenez tout de suite que vous soyez fier de vous ou pas, tout le monde s'en balance. Autrement dit, votre opinion ne compte pas. Votre valeur ne compte pas. Vous n'êtes pas la personne capable de juger votre qualité et encore moins votre valeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes dans un système comme ça, où c'est les autres qui décident pour vous? Ben oui, surprise, au bout d'un moment, vous allez arriver à un stade où vous avez l'impression que le regard des autres est écrasant. Pourquoi? Parce qu'on vous a conditionné justement pour vous laisser écraser par le regard des autres. À aucun moment, quand on vous rend votre note sur votre copie, vous pouvez voir le type et lui dire « Non, vous m'avez mis 12 là? Moi, en vrai, je me serais mis 16. » Essayez de faire ça, juste pour rigoler. Vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il va dire « Mais ferme ta gueule en fait, c'est pas toi qui décide. » Et quand vous faites ça suffisamment longtemps, vous commencez à croire que votre opinion ne sert à rien et du coup, vous êtes, on va dire, prisonnier du regard des autres. Pourquoi est-ce qu'on vous a appris ça? Encore une fois, le but de l'école, c'est de vous préparer à la vie active. Et la vie active, pour 95% des gens, voire plus, c'est travailler en entreprise. En entreprise, qu'est-ce qui se passe? Vous vous pointez, il y a un mec qui vous dit quoi faire. Et si, dès le départ, j'ai créé chez vous le conditionnement qui vous pousse à croire que le type qui vous dit quoi faire, c'est Dieu le Père, vous allez faire ce qu'il vous dit. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça, on va dire aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait ça à l'école? Parce qu'on a remarqué que le travail en entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. La première fois que ça a été instauré, c'était le bordel. Les gens venaient bourrés, les gens venaient pas à l'heure, les gens n'étaient pas sérieux, ils n'étaient pas présentables, ils n'étaient pas professionnels. Et du coup, les gens se sont dit, putain, mais ça fait trop chier, ce serait bien que les prochains, ils soient carrés. Ils soient directement, on va dire, parfaitement adaptés, tels des petits chiens, tels des petits outils, tels des je sais pas quoi encore, et qu'ils fassent juste ce qu'on veut. Et là est venue l'école, ou du moins l'organisation de l'école comme on la connaît aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai appris sur le regard des autres? J'ai appris que leur regard n'a aucune pertinence. Pourquoi? Parce que si les mecs vont me soutenir uniquement s'ils feraient la même chose et qu'ils ne vont pas me soutenir dans le cas contraire, ça veut dire qu'ils se basent à aucun moment sur la réalité. Ils se basent à aucun moment sur des faits qui leur permettraient de savoir, d'estimer si je vais y arriver ou pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais évidemment chérir les gens qui prendront le temps de me soutenir, qui prendront le temps de me donner de la force, de l'énergie, de me dire merci, de me dire c'est utile ce que je fais. Je vais évidemment les chérir comme pas possible parce que absolument rien ne les pousse, ne les oblige à le faire. Et toutes les personnes qui vont me descendre, qui vont me dire que moi j'aurais fait mieux, moi j'aurais fait différemment, moi j'aurais fait comme ça, moi j'aurais pas fait ci, moi j'aurais pas fait ça. Ces gens-là, je m'en tape. Je m'en tape parce que ils vont me soutenir uniquement si je fais pareil qu'eux et ils vont pas me soutenir dans le cas contraire. Par contre, ça ne va pas m'empêcher d'accorder énormément de valeur à toutes les personnes qui vont me soutenir. D'accorder énormément de valeur à toutes les personnes qui vont me donner de leur temps, juste pour me dire « Salut, je passais juste par là, c'était juste pour te donner un peu d'énergie, pour augmenter, on va dire,
ton nombre d'heures de vue ou je ne sais quoi encore. Je reçois des messages comme ça. Et franchement, ces gens-là, je leur dis merci beaucoup. C'est quelque chose qui est important pour moi. Plus vite j'avance, plus vite je pourrai atteindre mon objectif de aider un maximum de gens. Et je vais les chérir le temps que ça dure. Pourquoi? Parce que je ne peux pas demander à ces gens-là de faire ça toute leur vie. Je ne peux même pas leur demander de faire ça jusqu'à demain. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont une vie aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai appris du coup sur le regard des autres? Que quand il est bénéfique, il vaut mieux que je le prenne comme un trésor. Quelque chose à chérir, pendant que ça dure. Parce que ça ne durera pas éternellement. Ce n'est pas juste de ma part de demander ça éternellement aux gens. Et si les gens me donnent ça pendant longtemps, je vais être heureux. Heureux dans le sens comblé, dans le sens j'ai de la chance. Je vais réaliser de la chance que j'ai. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui font des vidéos sur YouTube et qui, on va dire, leur vidéo n'est pas terrible, dans le sens où ça ne règle pas non plus de problème. Et ces gens-là, en fait, ils vont juste avoir une expérience extrêmement différente de la mienne. Moi, du coup, j'ai une chance incroyable d'avoir l'expérience que j'ai, avec le peu d'abonnés que j'ai, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que j'ai appris sur le regard des autres? Je dois absolument pas y accorder de l'importance quand il est négatif, et je dois le chérir comme pas possible quand il est positif. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gens qui vont vous soutenir dans ce monde, surtout quand vous allez avoir des objectifs ambitieux. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir des objectifs ambitieux, vous ne serez pas comme 95% des gens. Vous ne serez pas comme la grande majorité des gens. Alors, de facto, on ne vous soutiendra pas. De facto, on vous dissuadera de le continuer. Quatrième point, je vais arrêter de les compter parce qu'à un moment, il y aura tellement de points. Point suivant, qu'est-ce que j'ai appris sur le manque de moyens? Il y a un truc en fait qui m'a longtemps paralysé, c'est que j'avais l'impression de ne pas avoir assez de blé. J'avais pas l'impression d'avoir assez de compétences, on va dire, autour de moi. En fait, à chaque fois que je voulais régler un problème, étant donné que c'était pas mon métier à la base de vendre, par exemple, je me suis dit, putain, il faudrait que je trouve quelqu'un qui soit prêt à vendre. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui soit prêt à, on va dire, qui sache déjà vendre, comme ça, au moins, il pourra régler ce problème pour moi. Sur le moment, c'était intéressant. Sur le moment, c'était quelque chose de logique. Pourquoi? Parce que je sors de l'école. J'ai mis à peu près, je suis sorti de l'école, j'avais 27 ans. J'ai mis à peu près 27 ans pour apprendre un métier. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, mais si je dois apprendre à vendre, du coup, ça va me prendre au moins 3-4 ans, quoi. Et je ne les ai pas, ces 3-4 ans. Du coup, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer d'embaucher quelqu'un. Et j'ai remarqué la chose suivante, c'est que quand vous manquez de moyens, déléguer à quelqu'un d'autre alors que vous ne savez pas le faire vous-même, c'est suicidaire. Vous dire, tiens, je vais essayer de trouver un mec qui sait vendre, un mec qui est un bon vendeur, et je vais l'engager. Le gros problème que vous allez avoir, c'est que vous ne savez pas vendre. Du coup, vous ne savez même pas ce que c'est un bon vendeur. Vous avez une idée vaguement de ce que c'est, mais vous ne savez absolument pas ce que c'est. Et le premier piège dans lequel je suis tombé, en fait, c'est qu'il y avait des vendeurs qui me disaient « Ouais, moi j'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires la semaine dernière pour telle boîte. » Et un autre qui disait « Ouais, moi j'ai fait 200 000. Ouais, moi j'ai fait 300 000. » Et en fait, j'ai testé les trois, et tous les trois étaient nuls à chier. La raison pour laquelle ils arrivaient à faire autant de chiffres, c'est parce qu'ils travaillaient pour une entreprise qui était bien rodée, et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était lire un putain de script. Le produit se vendait déjà tout seul. Même un abruti, même un singe aurait pu vendre. Et la raison pour laquelle il y en a un qui faisait 300 000 et l'autre qui faisait 100 000, c'est que le gars qui faisait 300 000, il vendait des produits qui coûtaient nettement plus cher. Et du coup, il avait une commission nettement plus élevée. C'est tout. Et qu'est-ce que j'ai appris du coup à ce moment-là? C'est que quand je manque de moyens, la meilleure façon pour moi de m'en sortir, c'est de faire les choses moi-même. C'est de comprendre exactement quel est le problème avant d'essayer de le résoudre. Donc, à chaque fois que je manquais de moyens, pour moi, c'était le moment parfait pour être ingénieux et trouver une solution qui, justement, me permettrait d'avoir ce que je veux sans que ça me coûte un bras. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à développer mon ingéniosité tellement fort qu'à chaque fois que vous me mettez dans une situation où on dirait qu'il n'y a pas de solution, je vais vous en trouver 50. Là où tous les autres vont abandonner, moi j'en ai 50. Là où tous les autres vont abandonner après 5 échecs, j'en ai 50 encore. J'en ai 50 derrière les 50. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour quelqu'un qui est ambitieux, parce que vous allez vous rendre compte tout de suite que le manque de moyens, c'est pas tellement ça qui va vous achever. C'est quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens et du coup, vous vous sentez bloqué. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un porteur de projet, quand vous avez des objectifs qui sont hyper ambitieux, il y a une émotion que vous ne voulez jamais ressentir, c'est l'impuissance. Pendant toute votre aventure, vous voulez baigner dans le contrôle absolu, le fait d'avoir l'impression de savoir ce qui va se passer, le fait d'être en sécurité, le fait de pouvoir prévoir ce qui va se passer, le fait de pouvoir anticiper les emmerdes qui vont vous arriver. Et quand vous êtes dans l'impuissance, on vous enlève tout ça en fait. Et quand vous ressentez de l'impuissance, c'est fini pour vous. Alors qu'est-ce que j'ai appris sur le manque de moyens? C'est qu'en fait, je manquais jamais de moyens. Je manquais juste de créativité. Et la créativité, c'est bien, dans le sens où je peux en créer autant que je veux, je peux en faire autant que je veux, je peux en avoir autant que je veux. Comment on fait pour favoriser sa créativité? On s'entoure de gens créatifs. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous trouver des gens, on va dire, physiques sous le bras.
Non, vous allez commencer à lire des autobiographies, vous allez commencer à lire des biographies, vous allez commencer à lire des témoignages, vous allez commencer à lire des histoires sur des gens qui ont fait des choses extraordinaires alors qu'ils n'avaient pas un rond. Et vous allez comprendre quoi à chaque fois? C'est que ces gens-là, ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils savent exactement en fait dans quelle direction aller. Ils savent juste en fait que peu importe la situation dans laquelle ils sont, même s'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, même s'ils n'ont pas la bonne éducation, ils vont trouver le moyen d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et moi, dès que j'ai compris ça, je me suis dit, putain, mais il y a des mecs qui avaient 10 fois moins de moyens que moi. Moi, j'ai Internet. Moi, j'avais le haut débit aussi. J'avais la fibre. Pourquoi je me plains, en fait? J'ai littéralement le monde à ma portée. Ces mecs-là, dont je suis en train de lire l'histoire, s'ils avaient Internet à l'époque, putain, mais ils auraient fait quoi? Et dès que j'ai compris ça, je me suis dit que, j'ai compris que la compétence que je devais développer à tout prix, c'était justement mon ingéniosité. Être capable de faire beaucoup de choses avec pratiquement rien. Pourquoi? Pour ne jamais ressentir cette impuissance. En fait, là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'à chaque fois que j'ai réalisé un objectif, que j'ai atteint mes objectifs, vous remarquerez que depuis le départ, je ne vous ai pas parlé une seule fois de mes objectifs, ou du moins très rapidement. Oui, j'ai réussi à faire un truc. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Pourquoi je suis en train de faire ça? Et peut-être que dans votre tête, vous dites, oui, mais attends, tu faisais quoi exactement? J'ai pas bien saisi. Bon, là, du coup, je vais répondre à la question, parce que maintenant, ça vous tarauder. En fait, moi, ce que je voulais faire à la base, c'est devenir coach dans l'e-sport. Vous voyez, il y a le coach sportif, là, c'est le mec qui, je sais pas, le coach du Real ou je ne sais quoi encore dans le foot. Bah, il va apprendre à ses joueurs à jouer en équipe, il va apprendre à ses joueurs comment jouer professionnellement, comment ça marche son système ou je ne sais quoi encore. Bah, il se trouve que ça marche pareil, il se passe la même chose dans l'e-sport. L'e-sport, c'est quoi? C'est le sport électronique. C'est de la compétition, mais sur des jeux vidéo. C'est en train de prendre en ce moment. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans et mon rêve, en fait, c'était de travailler là-dedans. Aujourd'hui, le rêve est accompli. Évidemment, je suis encore en train d'en profiter. Évidemment, je compte en profiter le plus longtemps possible de ma vie. Mais il y a aussi mon autre rêve qui est, je veux aider un maximum de gens à réaliser le leur. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que je vais passer énormément de temps à vous parler de ce que j'ai appris et très peu de temps sur quels étaient vraiment mes objectifs. Parce que ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que vous faites l'inverse. Vous tombez dans le piège inverse. Vous regardez en fait, est-ce que j'ai réussi à vendre mon produit? Est-ce que j'ai réussi à le mettre en ligne? Est-ce que j'ai réussi à créer mon site internet? Alors qu'en fait, tout ce qu'il y a à apprendre, c'est avant ça. C'est avant le fait de réussir. C'est qu'est-ce que vous avez appris sur la peur? Qu'est-ce que vous avez appris sur le doute? Qu'est-ce que vous avez appris sur le regard des autres? Qu'est-ce que vous avez appris sur le manque de moyens? Et quand vous allez apprendre ces choses-là concrètement, la prochaine fois que vous allez vous lancer dans l'étape suivante de votre projet, il y a le doute qui va revenir, mais vous saurez déjà le gérer. Il y a la peur qui va déjà revenir, mais vous saurez déjà le gérer. Il y a le regard des autres qui va revenir, mais vous saurez déjà le gérer. Il y a le manque de moyens qui va revenir, mais vous saurez déjà le gérer. Et du coup, vous commencerez à avancer tranquillement. Et c'est ça en fait que je veux vous faire comprendre. C'est que le pilier qui vous manque, c'est qu'à chaque fois que vous vous lancez dans une nouvelle étape de votre aventure, vous refaites les mêmes erreurs. C'est comme si vous n'avez rien appris. Et pourquoi vous avez l'impression de n'avoir rien appris? Parce que justement, vous vous focalisez que sur la fin. Vous vous focalisez sur est-ce que j'ai réussi ou pas? Alors qu'en fait, ça, c'est même pas 10% de ce que vous devriez comprendre. Et toutes les personnes que j'ai pu observer, encore une fois, et qui ont réussi à faire des choses extraordinaires systématiquement, ils avaient cette capacité, ce réflexe d'apprendre énormément du voyage, de l'aventure, et pas seulement de la fin. Là, je vais commencer à mitrailler. Je vais commencer à mitrailler parce qu'en fait, il y a plein de choses que vous devez apprendre. Et on va dire, j'ai pas envie de vous garder pendant 800 ans non plus. Donc déjà, je vous remercie si vous avez tenu jusque-là. Là, je vais commencer à mitrailler et je vais commencer justement, vous mettrez en pause pour noter ou que vous pouvez même enregistrer la vidéo, j'en sais rien, pour vous permettre justement de vous replonger en fait dans ces moments-là. Qu'est-ce que j'ai appris par exemple sur le découragement? Le découragement, c'est un système de seuil aussi. Si toute ma vie, je n'ai échoué que 3 fois, eh ben, je ne vais pas me décourager avant 3 fois. Pourquoi? Parce que dans mon système normal, je comprends que je réussis tout en 3 coups maximum et du coup, je ne vais pas me décourager avant au moins 3 coups. Ça veut dire que ce découragement, ce seuil qui a été fixé, ne repose sur rien, ne repose pas sur la réalité. Il se repose juste sur des expériences passées qui n'étaient pas du tout applicables. Par exemple, mon seuil de 3 là, où je me dis voilà, je réussis à tout en 3 coups. Il s'applique uniquement si vous me mettez à un poste où je suis déjà compétent et je sais déjà faire les trucs. Du coup, vous allez me demander un truc qui est à peine plus difficile, et du coup, il me faudra 3 coups. Mais par contre, dès que je me suis lancé sur mon objectif ambitieux, objectif qui n'était pas du tout à ma portée, que j'avais des centaines de compétences à apprendre avant de pouvoir y arriver, à votre avis, mon seuil de 3, qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais, je me le suis foutu au cul. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était pas un 3, c'était plutôt un 3000 qu'il me fallait. Donc, qu'est-ce que j'ai appris sur le découragement? Que c'est une émotion qui va se déclencher automatiquement à la seconde où j'aurai l'impression d'avoir trop échoué. Et ce seuil où j'aurai l'impression d'avoir trop échoué va se baser en fait sur mes expériences passées.
Le gros problème de le laisser se baser sur ses expériences passées, c'est qu'il sera beaucoup trop faible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, tu sais quoi, mon seuil, je vais le fixer selon mon futur. Je vais être qui dans le futur? Je vais être un mec qui veut, on va dire, améliorer le monde. Je vais être un mec qui veut permettre à un maximum de gens de réaliser leurs rêves et de vivre comme ils veulent. Ok, combien de fois est-ce que je vais me planter avant de réussir? Des centaines de milliers de fois? Ok, ça va être mon nouveau seuil. Littéralement, tous les jours, je me disais, quand j'étais découragé, attends, je comprends pas, j'ai atteint mon seuil de 100 000? Non. Alors qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est bon, j'y retourne. Pourquoi? Parce que j'ai compris que si je veux être cette personne dans le futur qui va réussir à, on va dire, inspirer autant de gens, les pousser à croire en eux-mêmes et à atteindre leurs objectifs, je vais me planter tellement de fois que c'est pas au bout de 5, 6 échecs, voire même 50, que je devrais laisser tomber, que je devrais commencer à me poser des questions. Non. Mon boulot, à ce moment-là, c'est de chaque échec, tirer des leçons. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai appris du découragement? Le seuil est complètement arbitraire. Donc s'il est complètement arbitraire, autant le fixer nous-mêmes. Et la meilleure façon de le fixer, c'est d'imaginer la future version de vous. La version de vous qui sera incroyable, qui arrivera à atteindre tous ses objectifs. Son seuil à elle, il est à combien? Moi, étant donné que je vais inspirer un gros paquet de monde, c'est évident que le seuil va être monstrueux. Et ça va dépendre uniquement de vous et de vos ambitions, de vos projets. Autre question, qu'est-ce que j'ai appris sur la persévérance? La persévérance, c'est pas le fait de continuer, on va dire, de continuer d'y croire. La persévérance, de ce que j'ai vraiment vu, de ce que j'ai vraiment compris, concrètement, c'est quand un type, au lieu de se focaliser sur son objectif, il va juste se focaliser sur faire un pas en plus. En fait, quelqu'un qui persévère, il oublie un petit peu où est-ce qu'il est dans son aventure. Il se concentre juste sur le fait d'avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire là, maintenant, tout de suite? De quoi est-ce que j'ai besoin là, maintenant, tout de suite? Et il continue de faire, il continue de faire, il continue de faire, il continue de faire. Au point où il a, entre guillemets, la tête dans le guidon, et un jour, il traverse la ligne d'arrivée, et il n'en a même pas conscience. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à lever la tête du guidon, c'est la merde, partout. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Vous allez commencer à vous projeter dans le futur, vous dire que c'est la merde, vous dire que vous n'y arriverez pas, vous dire que ça sert à rien, vous dire qu'il faudrait tout recommencer, vous dire que ça mènera à rien, vous dire que je ne sais pas quoi encore. Toutes les personnes que j'ai vues qui étaient persévérantes se faisaient pas chier avec le futur en fait. Ils se faisaient pas chier avec le futur parce qu'ils connaissaient déjà le futur. Et le futur pour eux c'est quoi? C'est j'ai réussi. Par contre, je comprends que je ne vais pas réussir à la vitesse que je veux, au moment où je veux, à la, on va dire, à la, comment ça s'appelle, de la façon dont je veux, et c'est ok. C'est juste ça qu'il faut que j'accepte. Je vais réussir, mais pas comme je veux. Donc, quelqu'un qui est persévérant, c'est quoi? Quand tu vas voir qu'il est bloqué, il trouvera une autre porte, il trouvera un autre chemin, il trouvera une autre façon de faire. Là où ce qu'on va vous dire pour qualifier les gens de persévérants, on va dire, bah tu vois, lui là, même si c'est dur, il continue. C'est pas que c'est dur. C'est que le mec, en fait, il n'a rien à foutre que c'est dur. Il est juste concentré sur, il y a quoi à faire là, maintenant, tout de suite. Et le fait que ce soit dur ou simple, bah, qu'est-ce que j'ai appris sur la difficulté? Quelque chose est dur ou quelque chose me fera souffrir uniquement si je tombe dans le piège de croire que ça aurait dû être différent. Uniquement quand je tombe dans le piège de croire que ça aurait dû être plus simple. Mais c'est pas le cas en fait. Effectivement, si je suis un mec qui bouffe des vidéos YouTube où je vois des mecs réussir en 3 tours de bras et en 1 an maximum. Quand je vais être à 4 ans, je vais me dire putain c'est trop dur quoi. C'est trop dur par rapport au seuil imaginaire que je me suis fixé qui était de 1 an. Ah ouais mais attends, tu peux dire que c'est un seuil imaginaire. Ces mecs-là ils ont réussi en 1 an. Ok, ils ont réussi en 1 an. Avec les mêmes conditions que vous? Avec les mêmes, on va dire, les mêmes tares, les mêmes défauts au départ? Avec le même manque de moyens? Non, parce que ces mecs-là, justement, ce qu'ils vont oublier de vous dire, c'est qu'en effet, ils ont peut-être réussi en 1 an, mais ils étaient entourés de gens, en fait, qui les ont pris sous leur aile, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils vont vous raconter l'histoire de comment ils ont réussi. Ils vont juste oublier de vous rappeler, enfin, de vous dire qu'ils ont été accompagnés tout le long, quoi. Donc, quand vous allez y aller tout seul, comprenez que le seuil que vous fixez ne correspond à rien. Leur seuil de 1 an est réel uniquement si vous êtes accompagné. Et si ce n'est pas le cas pour vous, ça ne sert à rien. Donc la persévérance, c'est quoi finalement? Pour être persévérant, vous arrêtez de vous inquiéter sur le futur, vous arrêtez de vous inventer des problèmes qui n'existent même pas encore, vous arrêtez de vous imaginer des scénarios de catastrophes qui n'arriveront jamais, et tout ce que vous faites, c'est avancer. Et à force d'avancer, vous allez commencer à vous rendre compte que vous faites du chemin, et quand vous faites suffisamment de chemin, oui, vous allez réussir. Oui, c'est une vision extrêmement, on va dire, pragmatique de la persévérance. C'est normal, parce que persévérer, en fait, dans les faits, c'est ça. Dans la, on va dire, dans la poésie, oui, clairement, la persévérance, c'est des qualités, c'est une façon de voir le monde, etc. Mais quand j'ai vu des gens persévérants, tout ce qu'ils font, c'est se dire, head down, tête dans le guidon, let's go.
On y va jusqu'à ce que ça marche. Je ne sais pas vendre, je vais appeler un client. J'ai pas réussi, je vais en appeler un autre. Enfin un prospect plutôt. Et un autre, et un autre, et un autre. Jusqu'à ce que je comprenne qu'est-ce qui marche pas. Oh, c'est long. Ouais, c'est le but. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai appris justement sur la difficulté? La difficulté pour moi sera trop grande si toute ma vie, mon seuil de difficulté était faible, était trop faible. Quelqu'un qui, ça c'est un truc qu'on a tous compris, mais qu'on n'arrive pas à appliquer, qu'on n'arrive pas à se rappeler le moment où on en a besoin. Si je prends un mec qui toute sa vie il en a bavé, à votre avis son seuil de difficulté, le seuil à partir du moment où il considérera que quelque chose est difficile, est-ce qu'il est plus haut, pardon, est-ce qu'il est plus haut ou est-ce qu'il est plus bas qu'un mec qui n'a jamais eu de difficulté dans sa vie? C'est évident que son seuil sera infiniment plus haut. C'est pareil pour vous. Quand vous aurez l'impression que ce que vous faites c'est difficile, c'est parce que tout ce que vous avez fait avant n'était pas suffisamment difficile. C'est aussi con que ça. Autrement dit, quand vous allez vous sentir dépassé par la difficulté, c'est juste que vous n'avez pas vécu assez de difficulté. Du coup, qu'est-ce que moi, je me mets aussi comme seuil, là aussi, pour dépasser ça, dépasser cette émotion que je vais avoir qui me dit que c'est trop difficile? Je vais commencer à me focaliser sur la future version de moi. La version qui me permettra justement d'inspirer un grand paquet de monde au point d'améliorer le monde, de le rendre meilleur. C'est évident que cette future version de moi connaîtra des difficultés que j'imagine même pas aujourd'hui. Par contre, rien ne m'empêche d'adopter ces seuils à lui. D'imaginer le pire, d'imaginer... Vous voyez, je suis en train de galérer aujourd'hui, je galère à inspirer une, voire 3 personnes en même temps selon les coachings, si je les fais en groupe, en petit comité, etc. Ou en individuel. Mais plus tard, je comprends qu'il va falloir que j'arrive à inspirer 10 personnes en même temps, par exemple, au minimum. Puis après, ce sera 50, puis après, ce sera 100, puis après, ce sera 200. Et les problèmes que je vais rencontrer seront sans cesse plus difficiles. Donc si j'adopte ces seuils à lui, je me rends compte que les problèmes que j'ai aujourd'hui, ils sont juste nuls à chier, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai appris sur la difficulté? C'est un mécanisme de seuil. Si je veux arrêter de tomber dans le piège de croire que c'est trop difficile, je dois juste changer mon seuil. Comment est-ce que je change mon seuil? Je me projette dans l'avenir. Quelles sont les difficultés que je dois gérer en fait dans l'avenir? Étant donné que je dois devoir gérer des difficultés monstrueuses, ça sert à rien que je panique maintenant, c'est trop tôt. Qu'est-ce que j'ai appris sur les échecs? Les échecs sont inévitables. Les échecs me permettront de réussir. Les échecs sont le seul moyen de réussir. Les échecs sont le chemin le plus direct vers la réussite. Pourquoi? Parce qu'à chaque échec, tout ce que j'ai à faire, c'est comprendre pourquoi j'ai échoué et réessayer différemment. Réessayer avec une approche qui me semble être plus potable. Quel est le problème des gens quand ils échouent? Ils sont tellement dans l'émotionnel, ils sont tellement déçus, ils sont tellement, on va dire, touchés par l'échec qu'ils perdent leur lucidité. Qu'est-ce qu'ils apprennent de leur échec à ce moment-là? Rien du tout. Ils vont commencer à faire des jugements et des constats. Ils vont commencer à se dire que je suis une merde, j'y arrive pas, ça sert à rien, ils sont nuls, ou je ne sais quoi encore. Et quel est le problème en fait quand vous faites des jugements et des constats? C'est que vous récoltez aucune information utile pour vous permettre de savoir comment faire, pour avancer. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes plein d'informations inutiles dans la tête et que vous ne savez pas comment faire pour avancer? Vous allez ressentir une émotion que vous ne devez jamais ressentir de votre vie si vous portez un projet, l'impuissance. Vous aurez l'impression d'être devant un cul-de-sac. Vous aurez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et vous aurez envie que d'une seule chose à ce moment-là, vous barrer, courir le plus loin possible. Sauf que vous ne pouvez pas courir. Parce que éviter vos problèmes, ce n'est pas les régler. Qu'est-ce que j'ai appris justement sur le fait de régler mes problèmes? Les éviter, faire comme si de rien n'était, ne pas y penser, ce n'est pas une solution. Pourquoi? Parce que je peux fuir aussi loin que je veux. Ma tête sera toujours sur mes épaules. Donc mes problèmes seront toujours dans ma tête. Et si ma tête n'est plus sur mes épaules, j'aurai d'autres problèmes dont je n'ai strictement rien à foutre. Donc, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que je serai devant un problème? Je vais lui éclater sa mère. Je vais lui rentrer dedans. Je vais dire, ok, c'est quoi le problème? Ok, je ne sais pas vendre. Ok, on commence. Comment on fait pour apprendre à vendre? Et je vais choper le moindre truc qui me permettra d'apprendre. Oui, mais est-ce que tu préférerais pas avoir un cours bien construit qui te permettrait de savoir exactement ce que tu dois faire, etc. Oui. Et qu'est-ce que j'ai appris sur les cours, l'existence de ces cours, l'existence de ce que j'ai appris à l'école finalement? En fait, le problème qu'on a à l'école, c'est qu'on nous a appris, on nous a fait croire que dans le monde, on allait apprendre d'une façon complètement irréaliste. À l'école, comment on nous fait apprendre des choses? On nous parle d'un sujet dont on n'a strictement rien à foutre, dont on ne nous a absolument pas demandé on va dire notre opinion. On va nous le présenter de façon complètement irréaliste. On va vous donner un cours. Autrement dit, on va vous expliquer comment tout fonctionne avant même de faire le premier exercice. Ensuite, on va faire un exercice qui est tout simple, avec juste une seule variable. Et ensuite, on va commencer à augmenter en complexité. Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous commencez à faire ça, quand vous commencez à apprendre comme ça tout le long de votre vie? Vous commencez à croire que quand vous êtes dans la vie réelle, il va se passer la même chose. Que vous allez juste apprendre des trucs au hasard. C'est faux. Dans le monde réel, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes devant un problème. Devant ce problème, vous devez apprendre. Et si toute votre vie, vous avez eu un cours avant, qu'est-ce qui va se passer immédiatement? Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas de cours.
Et qu'un cours, c'était bien parce que c'était construit, ça allait quelque part, c'était bien ficelé, tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez appris ça toute votre vie? Vous allez vous commencer à développer le besoin que ça se passe comme ça pour vous aussi dans votre aventure. Sauf que ça ne marchera jamais comme ça. Dans le monde réel, c'est le chaos. Votre problème à vous va s'exprimer différemment par rapport à un autre type qui aura le même problème. Ah, je ne sais pas vendre. Pour vous, c'est pas faire beaucoup de chiffre d'affaires. Pour un autre, c'est faire 0 €. Je ne sais pas, en fait, parler de mon projet et intéresser les gens. Pour certains, ça veut dire, en fait, il n'y a personne qui investit chez moi. Et pour d'autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, il n'y a personne qui est intéressé par mes services. On a le même problème, mais il ne s'exprime pas du tout de la même façon. Du coup, croire qu'il y aura un cours avec votre nom dessus qui vous parlera de vos problèmes et qui vous donnera toutes les solutions, on va dire de façon structurée et simple, c'est suicidaire. Non, ce qui va se passer dans le monde réel, c'est quoi? Vous allez apprendre de vos échecs. Vous allez faire quelque chose, vous allez tenter quelque chose, vous serez persuadé d'avoir raison, et en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce ne sera pas le cas? Parce que le résultat, ce n'est pas le bon. Qu'est-ce que j'ai appris sur le besoin d'avoir raison? J'ai appris que ce besoin n'est qu'un désir désespéré de se rassurer. Avoir raison. Oui, mais est-ce que j'ai pas raison quand je dis que les gens devraient être plus professionnels? Quand je dis que les gens ou mes associés devraient être, on va dire, plus comme moi et se pousser en permanence? Oui, tu as raison, ouais. Ça t'aide en quoi? À rien. Avoir raison ne sert à rien. Est-ce que j'ai pas raison quand je dis que les clients sont trop débiles et qu'ils devraient voir la qualité de mon produit par rapport à la qualité des autres? Tu as raison. Ça t'aide en quoi? À rien. On nous a appris qu'avoir raison à l'école, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, on vient vous former pour devenir un outil. Et imaginons que cet outil doit avoir une expertise, ce serait bien qu'il arrête de dire des conneries. Donc on va vous créer le besoin d'avoir raison. On va vous créer le besoin de dire la vérité. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand vous faites quelque chose de si complexe que d'avoir un objectif ambitieux et que vous êtes un être humain? C'est que la complexité est tellement élevée que ce qui est vrai pour quelqu'un sur un marché peut être complètement faux pour un autre. Par exemple, moi je travaille dans l'e-sport et je sais pertinemment que tout ce que j'ai fait dans l'e-sport pour réussir, si je l'avais fait dans n'importe quelle industrie beaucoup plus simple, je serais en train de me baisser pour ramasser l'argent. Je ne dis pas ça pour me la péter, je dis juste qu'il y a des marchés aujourd'hui, il y a des projets aujourd'hui qui sont plus difficiles que d'autres. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour la même quantité d'efforts ou la même quantité de moyens déployés, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. C'est tout ce que ça veut dire. Donc avoir raison, c'est un désir désespéré de se rassurer, de se dire que ce n'est pas moi le problème. Vous devez comprendre que si vous voulez avancer, vous devez être le problème. Parce qu'à la seconde où vous acceptez d'être le problème, vous acceptez aussi d'être la solution. Vous devenez tout de suite la solution. Parce que si c'est moi le problème, c'est moi qui peux le régler. Et c'est ça en fait, être responsable. Quand vous êtes responsable d'un truc, c'est pas que vous êtes coupable, c'est que vous allez trouver une solution. Vous allez trouver le moyen d'avancer. C'est tout ce que ça veut dire. Dans la société, évidemment, être responsable, notamment en entreprise, ça veut dire je vais te défoncer la gueule si ça marche pas. Cette façon de voir la chose vous paralysera complètement. À vous de voir justement ce qui vous intéressera, ce qui vous permettra d'avancer. Moi, je vous conseille plutôt de vous dire qu'être responsable, c'est trouver des solutions. Qu'est-ce que j'ai appris sur la réussite? Au moment où j'ai réussi, etc. Très souvent, dans notre société, on associe la réussite à un jugement de valeur. Si tu as réussi, c'est parce que tu es un mec incroyable. Si tu as réussi, c'est parce que, on va dire, tu as des qualités, tu as un bon fond, tu as de la passion. Tout ça, c'est des conneries. Si j'ai réussi, c'est parce que j'ai enfin trouvé ce qu'il fallait faire pour réussir. C'est parce que j'ai appuyé sur les bons boutons. J'ai compris tout ce qu'il y avait à comprendre. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Si j'ai réussi à changer la roue de ma voiture après une crevaison, c'est parce que je savais comment faire, j'avais une roue de secours, que j'avais tous les outils qu'il fallait pour démonter et remonter un pneu. À aucun moment ça veut dire que je suis incroyable, que je suis passionné, que je suis quelqu'un de bon, que je suis quelqu'un de je sais pas quoi. Des sales types dans ce monde qui se font un paquet de blé ou qui réussissent à atteindre leur objectif, c'est vraiment pas ce qui manque. Donc qu'est-ce que j'ai appris sur la réussite? La réussite est automatique et elle se déclenche. On va dire, elle vient automatiquement le jour où vous mettez tout en place. Donc toutes les personnes qui sont focalisées sur je veux réussir, toutes ces personnes vont échouer. Là où vous voulez réussir, là où vous voulez vous concentrer pour réussir, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce résultat-là? Je dois avoir de la publicité. Ok, parce que si j'ai le meilleur produit au monde, mais que personne n'est au courant, mais je ne vais pas vendre. Pire encore, quand je vais essayer de le vendre, je passerai pour un putain de marchand de tapis. Alors que si les mecs ont vu de la publicité, s'ils me voient plusieurs fois, et que à chaque fois qu'ils m'ont vu, ça leur a fait une bonne impression, ils vont commencer à se dire, ce mec-là, je lui fais confiance. Et par exemple, pour la vente, parce que ça, c'était un problème que j'avais énormément, j'arrivais pas à vendre, la vente se base énormément sur la confiance. Et j'ai réussi à vendre au moment où j'arrivais à convaincre la personne en face de moi que j'étais la bonne personne pour son projet. C'est tout. C'est pas parce que j'étais
passionné, c'est pas parce que j'étais professionnel, c'est pas parce que j'avais un costard, c'est pas parce que j'avais une casquette ou je ne sais quoi encore. Non, c'est juste parce que j'avais appuyé sur les bons boutons. Donc la réussite, ça sert à rien de se focaliser là-dessus. Focalisez-vous plutôt sur tous les éléments qui vous permettront de réussir. Et si vous en faites suffisamment de ces éléments qui vous permettront de réussir, qui favoriseront votre réussite, oui, vous allez réussir. Qu'est-ce que j'ai appris sur mes préférences? J'aurais préféré que le monde fonctionne différemment. J'aurais préféré que les gens voient la qualité de mon produit. J'aurais préféré que les gens soient moins stupides. J'aurais préféré que les gens ne soient pas aussi difficiles sur le fait de donner de l'argent ou de me payer parce qu'ils ne se rendent pas compte d'à quel point j'ai travaillé dur pour arriver là où j'en suis. Tous ces trucs que je me disais et qui étaient, on va dire, me paralyser ou me saouler au plus haut point, c'était juste des préférences et j'avais commis une erreur, c'est de faire de mes préférences des besoins. Au lieu de m'adapter à la réalité, j'arrêtais pas de me dire je veux que le monde fonctionne comme moi je veux. Parce que moi j'ai fait des efforts, parce que moi je mérite d'être récompensé. Après tous les efforts que j'ai faits, je mérite d'être récompensé. Où est-ce que j'ai appris cette merde encore? À l'école. À l'école, on vous baratine quoi? On vous baratine que si vous faites assez d'efforts, vous aurez la bonne note. Vous aurez ce que vous voulez, vous aurez la bonne éducation, vous aurez je sais pas quoi encore. Encore une fois, pourquoi on nous a appris cette merde? Parce que tout ce qu'on veut faire de nous, c'est des outils. Donc quand vous allez aller en entreprise, ce serait bien que je conditionne chez vous, que je vous fasse croire que si vous donnez comme un fou, alors vous serez récompensé. Vous mettez les pieds en entreprise et 9 fois sur 10, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que l'entreprise dans laquelle vous êtes n'a pas, on va dire, de perspective d'avenir. Un mec qui commence tout en bas va rester tout en bas pendant 5 ans encore, quoi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est très simple, pas tous les jobs ne sont des carrières. Une carrière, c'est quoi? C'est quelque chose où vous pouvez avancer, où vous pouvez évoluer. Non, il y a des jobs, c'est juste des jobs, quoi. Genre un mec qui est technicien de surface, qui a commencé à passer la serpillière, je ne sais quoi encore, on va lui demander de faire ça toute sa vie. Un mec qui est serveur dans un restaurant ne va pas devenir d'un coup super serveur, je ne sais quoi encore, pas dans tous. Un mec qui est serveur va très souvent rester serveur toute sa vie, jusqu'au jour où il va se casser, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai appris justement sur cette notion-là? Que tout ce qu'on m'a appris sur les efforts et le fait d'être récompensé, toutes mes préférences, toutes les règles imaginaires qu'on m'a créées, c'était des foutaises. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire à ce moment-là? Me débarrasser de mes préférences et regarder la réalité comme elle est. La réalité est ce qu'elle est. L'univers est comme il est. L'univers ne vous doit rien. L'univers était là avant vous, il sera là après vous. Donc quand vous allez voir l'univers et dire « Non mais moi je veux que ça marche comme ça en fait, parce que pour moi c'est nettement plus, on va dire, c'est nettement plus pratique, donc déjà on va pas se mentir, et aussi ça a nettement plus de sens. » L'univers va vous regarder et va dire « Mais t'es qui bro? Tu veux quoi en fait? Casse-toi quoi. » Donc qu'est-ce que j'ai appris sur mes préférences? Que c'est de loin l'élément qui pousse les gens à échouer et qui pousse les gens à s'accrocher à une vision du monde qui n'est tout simplement pas la réalité. Le monde est injuste. Oui, je sais, tout le monde préférerait que le monde soit juste. Sauf qu'il y a juste à allumer la télé pour voir le nombre d'injustices qui se produit dans le monde. Donc quand je vais aller voir, on va dire, quand je vais faire une publicité et qu'elle ne marche pas, je peux très bien me dire, oui, j'ai claqué 500 € dedans, j'aurais pu au moins avoir un client, c'est vraiment pas juste. Ou alors je peux juste me dire, je viens de claquer beaucoup de thunes dans une publicité avant même d'essayer, avant même de la tester pour voir si elle marchait. J'ai complètement con. Donc, toutes vos préférences, tout ce que vous aimeriez qu'il se passe, toutes les choses que vous auriez aimé qu'il se passe différemment, débarrassez-vous de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes vos préférences que vous avez transformées en besoins absolus vont vous générer de la souffrance. La souffrance, comment ça marche? C'est un seuil, encore une fois. Il y a plein de trucs qui marchent comme des seuils, de toute façon. La souffrance, c'est quoi? C'est, imaginons, je m'attends à un truc incroyable dans ma vie. Et dans la réalité, je me prends une grosse bouse dans la gueule. Là, je vais souffrir. Pourquoi? Parce que la différence entre mon attente et la réalité est monstrueuse et surtout elle est dans du mauvais sens. Maintenant, je prends l'inverse, le plaisir. Le plaisir, ça marche comment? C'est le seuil inverse. Imaginons, je m'attends absolument à rien. Et en plus, ça se passe super bien et j'ai un investisseur qui est prêt à mettre de l'argent et qui va même me donner une avance. C'est bon, j'ai gagné. Je me sentirai hyper au top. Donc vos préférences, c'est quoi? C'est juste des seuils en fait que vous avez mis au hasard sur la base de, on va dire, votre éducation, sur la base de comment est-ce que vous vous comportez avec les gens, sur la base de votre vision du monde. Tous ces trucs-là n'ont absolument aucune pertinence le jour où vous vous lancez dans un projet ambitieux et que vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est regarder le monde tel qu'il est, vous adapter à la réalité et ensuite, justement, au pire, mettre des préférences qui sont, on va dire, qui vous seront utiles. J'ai une préférence sur le fait de travailler avec des gens qui sont véritablement des professionnels et pas des bouffons. Mais je n'ai fait de cette préférence qu'une préférence. C'est-à-dire que si jamais je tombe sur des gens avec qui je dois bosser et qui sont nuls à chier, c'est ok, c'est lundi quoi. Donc j'ai une préférence qui me fera plaisir, mais si je ne l'ai pas, c'est pas la fin du monde. Donc ce que j'aimerais en fait que vous commenciez à faire pendant vos aventures, là, pendant ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, au lieu de juste vous focaliser sur la fin et le fait de ne pas y arriver, commencez à vous demander qu'est-ce que vous avez pris tout au long.
Allez, je vais même vous donner quelques petites questions et vous verrez ce que vous avez trouvé de votre côté. Parce que la vidéo commence à être longue et vous comprenez bien que c'est un sujet qui est extrêmement important pour moi et que si je pouvais en parler pendant 3 heures, je le ferais, quoi. Allez, je vous pose quelques questions. Qu'avez-vous appris sur, on va dire, vos capacités? Rapidement, juste pour vous donner un peu de matière. J'ai appris très rapidement que, au point de départ, à l'instant T, j'ai l'impression de ne pas savoir faire les choses. J'ai l'impression de ne pas être capable de faire les choses. J'ai l'impression que ça va être trop difficile. J'ai l'impression qu'il me faudra des années en fait pour attraper certaines personnes. Sauf que je me suis rendu compte que, en fermant ma gueule et juste en apprenant à faire ce qu'il y avait à faire, j'avais pas besoin de 3 ans pour apprendre un métier. Ça c'est vrai uniquement à l'école. Et à l'école, en fait, je me suis rendu compte qu'on est hyper inefficace. Pourquoi? Parce qu'on va vous apprendre plein de trucs qui servent à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous apprenez sur le tas? Vous apprenez en fait uniquement ce dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que ça va être clean, ça ne veut pas dire que ça va être génial, ça ne veut pas dire que tout sera facile, tout sera beau, tout sera rose. Non, mais ça veut dire que c'est faisable. Donc, qu'est-ce que j'ai appris sur mes capacités? C'est qu'elles sont illimitées. C'est impossible pour moi de me rendre compte de ça très rapidement si tout ce que je fais, c'est me focaliser sur la fin, sur est-ce que j'ai réussi ou pas. Pourquoi? Parce que sur 150 projets que j'ai lancés, 148 ont échoué. Imaginez, je regarde juste la fin. Qu'est-ce que je vais apprendre? Ben, j'ai échoué 148 fois. Je suis une grosse merde, je devrais arrêter. Voilà, c'est tout ce que j'aurais appris. Alors que toutes les questions que vous allez vous poser ici vous permettront en fait de vous rendre compte à quel point vous êtes riche, à quel point vous avez appris, à quel point vous avez développé votre potentiel. Donc, autre question, c'était qu'est-ce que vous avez appris sur vos capacités? Allez, je continue ma liste. Qu'est-ce que vous avez appris sur le passé? Ça, c'est le nombre de fois où les gens me disent « Ouais, mais en fait, dans mon passé, j'ai jamais été quelqu'un qui X ou Y. J'ai jamais été quelqu'un qui travaillait énormément. J'ai toujours été quelqu'un qui abandonnait très vite. J'ai toujours été quelqu'un qui, je sais pas quoi encore. » Qu'est-ce que j'ai appris sur le passé? Le passé ne définit en rien mon avenir. Pourquoi? Parce que mon avenir, c'est moi qui l'écris. C'est tous mes efforts en fait qui vont me permettre de l'écrire. Donc ça sert à rien pour moi de me dire que il s'est passé ça il y a 10 ans et du coup il se passera ça dans 20 ans. Tout ce que j'ai à faire pour casser ce cycle, c'est me dire bah non, je décide de fonctionner différemment. Qu'est-ce que j'ai appris sur l'anxiété? L'anxiété, c'est quoi? C'est le fait de, on va dire, vous inquiéter pour des problèmes qui n'existent même pas encore. Vous inquiéter pour des problèmes que vous rencontrerez sûrement jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai appris là-dessus? J'ai appris que le cerveau, quand vous commencez à vous focaliser sur quelque chose qui est dangereux pour vous, mais qui n'est même pas réel, en fait, le cerveau a la capacité de faire comme si ça arrivait devant vous. Du coup, vous allez ressentir les mêmes choses. Vous allez réagir de la même façon. Donc, qu'est-ce que j'ai appris sur l'anxiété? C'est que c'est de la merde. Je vais commencer à m'inquiéter de problèmes qui n'existent même pas ou que je n'aurai jamais de ma vie. Et du coup, je vais claquer en fait énormément d'énergie. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand je commence à me projeter dans le futur et que je vois des problèmes? Je me dis, tiens, ça c'est l'anxiété qui me fait faire ça. Au revoir. Ça me sert à rien. Qu'est-ce que j'ai appris sur les émotions? Trop de gens, quand ils sont dans l'émotion, ils sont juste manipulés par leurs émotions. Ils sont incapables de rester lucides. Ils sont incapables de prendre de la distance. Quelqu'un qui est anxieux, par exemple, va commencer à s'enfermer dans son anxiété et va commencer à partir de plus en plus loin dans son délire. Quelqu'un qui est en colère sera incapable de rester lucide et commencera justement à être désagréable avec tout le monde. Quelqu'un qui est frustré, même délire. Quelqu'un qui est malheureux commencera à voir le monde comme quelque chose de noir, commencera à se dire qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va diminuer son potentiel, il va diminuer ses chances de réussir. Qu'est-ce que j'ai appris sur les émotions? Que c'est moi en fait qui manipule mes émotions. Comment est-ce que je manipule ça? Je change mon interprétation des choses. Imaginons, ça fait 3 fois que j'échoue d'affilée. Je peux soit me dire que je suis une grosse merde, ou alors je peux me dire je suis content d'avoir échoué, parce que ça veut dire que j'avais des choses à apprendre, que je me suis lancé, que j'ai essayé, et en effet ça n'a pas marché, mais maintenant que ça a échoué, je vais pouvoir apprendre, et du coup devenir meilleur parce que je vais pouvoir essayer à nouveau. Et peu importe le nombre d'échecs que j'aurai, je vais réussir. Là, j'ai juste changé mon histoire. Et quand je me raconte ça, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, je me sens, on va dire, combatif. Tout de suite, je me dis c'est ok d'échouer. C'est normal parce que je fais quelque chose d'ambitieux, quelque chose que je connais pas du tout. Allez, question suivante. Qu'est-ce que j'ai appris sur le potentiel? Extrêmement simple. Le potentiel va augmenter au fur et à mesure que je passe à l'action. À l'inverse, à chaque fois que je déciderai d'y aller petit à petit, de procéder pas à pas, de ne pas vraiment croire en moi, je vais mettre des actions en place tellement nulles à chier que les résultats que je vais avoir sont déplorables et ça va venir détruire mes convictions et donc mon potentiel. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas vendre. Imaginons que je ne sais pas vendre. Je vais y aller, on va dire, sans trop y croire. Je vais juste, on va dire, même pas faire de recherche sur mes clients, même pas faire de recherche sur mes prospects. Je vais juste y aller à la pêche comme ça et je vais essayer de vendre comme je vendrais aujourd'hui sans trop me former. Le plan d'action est tellement nul à chier que le résultat sera évidemment négatif. Et imaginons que sur 100 personnes que j'ai appelées, 0 personne ont dit oui. La conviction que je vais me faire derrière, c'est que je vais me dire, je suis pas un vendeur, je sais pas vendre, c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça. Du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon potentiel? Il va baisser. Donc, qu'est-ce que j'ai appris sur le potentiel?
Si je continue à avancer, si je continue à y croire, si je continue à voir grand, je vais du coup avoir un plan d'action qui est monstrueux. Ok, avant de vendre, je vais vraiment bouffer 50 vidéos sur YouTube pour apprendre à vendre, recouper les informations qui sont utiles, recouper les informations qui me semblent être intéressantes. Ensuite, j'appellerai des clients, non pas pour vendre, mais pour voir si les hypothèses que j'ai pu regarder à travers ces vidéos, que j'ai pu obtenir à travers ces vidéos, sont exactes. Et ensuite, à partir de là, je commencerai à construire ma façon de vendre. Aussi, je me laisserai 2 ans pour le faire. C'est évident qu'avec un plan d'action aussi ambitieux, aussi, on va dire, coûteux en termes de moyens aussi, c'est évident que je vais réussir. Ça, on prend. Ça, justement, c'est quelque chose que je vais apprendre et que je vais favoriser tous les jours. Pareil pour cette vidéo, elle va durer plus d'1 heure aujourd'hui. Est-ce que je vais m'arrêter en plein milieu parce que je me dis « Ah ouais, mais ça va être trop long, il y a plein de gens qui ne vont pas la regarder ». Étant donné que je compte, on va dire, inspirer un nombre de paquets de gens, un paquet de gens incroyable, il est évident que faire une vidéo longue, ça va être obligatoire. Ça ne va pas être quelque chose qui va me refroidir. Je ne suis pas un mec qui vient de se lancer sur YouTube et à qui on a baratiné qu'il fallait faire des vidéos courtes. Vous faites des vidéos courtes si c'est des vidéos qui sont marrantes. Mais si vous faites des vidéos pour permettre aux gens de réussir, ne vous inquiétez pas, il y a des gens, ils sont prêts à faire ce qu'il y a à faire pour justement réussir. Allez, question suivante. Qu'est-ce que vous avez appris sur la motivation? J'ai appris quoi sur la motivation? C'est que la motivation, c'est quelque chose qui se provoque. Très souvent, les gens en fait se lèvent le matin et ils se disent est-ce que je suis motivé ou pas? Autrement dit, ils laissent l'environnement extérieur, ils laissent des éléments aléatoires leur dire s'ils vont pouvoir être motivés ou pas. C'est suicidaire en fait quand vous avez un objectif ambitieux, parce que quand vous avez un objectif ambitieux, vous allez échouer tous les jours. Vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Donc si vous laissez l'environnement, vos mauvais résultats vous dire si vous allez être motivé ou pas, c'est fini pour vous. Comment on fait pour créer la motivation? Là, j'ai commencé à me dire, en fait, j'ai remarqué que je suis tout le temps motivé quand je pense aux bénéfices, quand je pense à qu'est-ce que je vais réussir à accomplir, quand je pense à qu'est-ce que je vais y gagner. À l'inverse, je ne suis pas motivé quand je me focalise sur les difficultés, sur les coûts, sur les emmerdes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'exercice que je me suis créé? Tous les jours, je faisais attention à là où est mon attention. Quand j'échouais, je ne me focalisais pas sur l'échec. Je me focalisais sur ce que j'allais apprendre. Je me focalisais sur mon prochain essai. Je me focalisais sur les centaines d'échecs que j'allais faire cette année et du coup la personne que j'allais devenir l'année prochaine. Voilà ce que j'ai appris sur la motivation. N'hésitez pas à vous demander la même chose. Qu'est-ce que vous avez appris sur la motivation? Encore une fois, pourquoi est-ce que je vous pose ces questions-là? Pour vous faire comprendre que ce qui compte dans une aventure, ce n'est pas la fin, ce n'est pas les résultats, c'est ce que vous faites au milieu. Et pour récolter les informations, récolter les trésors qu'il y a au milieu, vous devez vous poser les questions. Allez, question suivante. Qu'est-ce que vous avez appris sur la valeur des conseils des gens lorsque vous avez un objectif ambitieux? Moi, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que toutes les personnes qui essaient de me dissuader étaient en fait des personnes qui se parlaient à elles-mêmes. J'ai appris que quand vous faites quelque chose qui est impossible, ou qui semble impossible pour pas mal de gens, ils ne vont pas vous donner des conseils pour réussir, ils ne vont pas vous donner des conseils pour avancer, ils vont juste vous dire ce qu'ils se diraient à eux-mêmes. Un mec qui voudrait jamais se lancer va me dire « tu devrais laisser tomber, c'est trop risqué ». Un mec qui, on va dire, y croit dur comme fer, voire qui a fait même mieux que ça, il va me dire « mais c'est évident que tu dois le faire, c'est évident que tu vas y arriver. Tu vas te planter plein de fois, mais tu vas y arriver ». Autrement dit, les conseils que vous allez recevoir sont majoritairement les reflets des limites des gens. Toutes les personnes qui sont incapables de faire ce que vous voulez faire vont vous dire de laisser tomber, vont vous dire que c'est trop risqué, vont vous dire que vous devriez vous contenter d'une autre vie, vont vous dire que c'est déraisonnable ce que vous faites. Si vous avez des objectifs ambitieux aujourd'hui, je peux vous l'assurer, vous n'y arriverez jamais en étant raisonnable. Vous n'y arriverez jamais en déployant des moyens raisonnables. Parce que si vous déployez des moyens raisonnables, si vous faites comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Donc soyez déraisonnables. C'était juste un échantillon de questions que vous pouvez commencer à vous poser et qui vous permettront en fait de récolter nettement plus de bénéfices, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour tous vos projets dans le futur. Donc à chaque fois que vous vous lancerez dans quelque chose, au lieu de regarder juste la fin, commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez appris sur la peur? Qu'est-ce que vous avez appris sur le doute? Qu'est-ce que vous avez appris sur l'échec? Qu'est-ce que vous avez appris sur votre persévérance? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, sur votre personnalité? Qu'est-ce que vous avez appris sur qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui vous a appris sur le découragement? Et en répondant à tout ça, vous vous rendez compte que vous avez appris énormément de choses. Et tout ce que vous avez à faire à partir de là, c'est noter ce que vous avez appris. Et la prochaine fois que vous êtes dans la même situation où les mêmes éléments se déclenchent, regardez ce que vous avez appris au lieu de répéter sans cesse les mêmes erreurs. Allez, fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Oui, pardon. Petit instant publicité. Tous les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir, de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Donc si jamais vous avez des questions, si jamais vous êtes bloqué sur un truc et que vous pensez que je peux vous aider sur un point ou deux, n'hésitez surtout pas à venir, n'hésitez surtout pas à vous poser votre question et je serai ravi d'y répondre. Allez, bonne journée à vous et amusez-vous bien.